bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la réaction des autorités maliennes de transition suite à la décision de la CEDEAO de lever les sanctions, décision qui marque un pas de l'organisation ouest-africaine vers la reprise du dialogue avec les régimes militaires du Sahel. De son côté, le Mali reste ferme. Le pays réaffirme sa volonté de quitter l'organisation accusée d'être sous l'influence de puissances étrangères. Améliorer les relations diplomatiques entre le Maroc et la France, c'était l'objectif de la visite du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Avec son homologue marocain Nasser Bourita, ils ont exprimé leur volonté de tourner la page des crises diplomatiques récentes en instaurant un partenariat dit d'exception. Pour le développement de son économie, le gouvernement ghanéen mise notamment sur son secteur minier avec un cap sur le manganèse. Le pays entend se doter prochainement d'une raffinerie de ce minerai très stratégique. Alors que les conclusions du dialogue national organisé en début de semaine l'appellent à prolonger son mandat jusqu'à la désignation de son successeur en juin ou en juillet 2024, le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé ce jeudi qu'il partirait le 2 avril, date de l'expiration officielle de son mandat. La date de mon départ reste absolument ferme, indique le président sortant, alors que l'opposition le soupçonne de vouloir se maintenir au pouvoir après son décret reportant la présidentielle. Il pourrait donc désormais revenir au Conseil constitutionnel de trancher pour désigner qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection du prochain président de la République. Au Tchad, Yaya Dillo Djirou a été tué ce mercredi dans l'assaut par l'armée au siège de son parti. Le Parti socialiste sans frontières a annoncé ce jeudi le porte-parole du gouvernement. Yaya Dillo Djirou, principal opposant à la junte du général Mahamat Idriss Déby Itno, il était accusé d'avoir attaqué dans la nuit de mardi à mercredi les locaux des services de renseignement après l'arrestation d'un de ses partisans pour tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Quelques heures avant sa mort, Yaya Dillo avait nié et dénoncé un mensonge et une mise en scène destinée par le pouvoir à l'écarter de l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Le chef de file du PSF aurait notamment fait face au président de transition, son cousin, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, réaffirme son retrait de la CEDEAO, un positionnement renouvelé quelques jours après la décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lever les sanctions économiques imposées au Niger après le coup d'État de juillet, ainsi qu'un allègement des sanctions contre le Mali et la Guinée, un changement de ton notable vis-à-vis des militaires putschistes, un mois après l'annonce par les trois pays de l'AES de leur retrait de l'organisation ouest-africaine. Amen Edji. En marge du renforcement des relations entre la Russie et le Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a commenté le 28 février 2024 à Moscou la décision de la CEDEAO de lever ses sanctions contre le Mali, le Niger et la Guinée. Cette décision, prise samedi 24 février lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation régionale à Abuja, autorise le dégel des avoirs, la possibilité de voyager librement et la réouverture des frontières. Le chef de la diplomatie malienne a réitéré la position de son pays qui fait désormais partie de l'Alliance des États du Sahel. Je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région. 3 jours après la levée de ces sanctions, aucune réaction officielle n'a été observée de la part du Niger. La CEDEAO dit vouloir engager des échanges avec l'Union africaine, l'UEMOA, les Nations unies et les partenaires internationaux pour restaurer la confiance entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la CEDEAO. L'organisation régionale, désormais réduite à 12 pays contre 15 auparavant, est taxée d'être sous l'emprise de puissances étrangères. Nous n'allons pas continuer juste à dénoncer.
nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. L'origine de la détérioration des relations entre les États de l'AES et la CEDEAO reste les coups d'État militaires intervenus dans ces trois pays et les sanctions décidées par la CEDEAO, soutenues par la France et les États-Unis. L'organisation, accusée de ne plus répondre aux aspirations des peuples, a chaque fois ordonné le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Vers un renouveau diplomatique entre le Maroc et la France, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a effectué ce lundi une visite à Rabat où il a rencontré son homologue Nasser Bourita. Un déplacement, dit-il, pour ouvrir un nouveau chapitre, fin de citation, un nouveau chapitre dans la relation franco-marocaine après plus de 2 ans de crise. Mahmoudou Pam. Entre la France et le Maroc, c'est un nouveau départ. Après 18 mois de tension, les deux pays renouent officiellement le dialogue. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu en audience à Rabat le 26 février 2024 son homologue français Stéphane Séjourné. Ils ont exprimé leur volonté de réchauffer les relations diplomatiques entre les deux États pour un avenir meilleur basé sur le respect mutuel. Les Marocains aujourd'hui s'attendent à plus de clarté sur la position française sur le dossier du Sahara. Stéphane Séjourné a rappelé que son pays a toujours soutenu le plan marocain d'autonomie et reconnaît qu'il est temps pour la France d'avancer sur cette question. L'idée pour les Marocains aujourd'hui est que la France devrait sortir de ce que l'on pourrait appeler la zone grise pour afficher une position claire. Lors de sa visite au Maroc, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a réitéré lundi 26 février le soutien clair et constant de la France au plan d'autonomie marocain sur le Sahara. La visite du ministre Stéphane Séjourné, qui intervient après une série de crises diplomatiques entre Paris et Rabat, a pour objectif d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations. Le Maroc reste le premier partenaire commercial de la France en Afrique, le deuxième au niveau de la région MENA, et les échanges commerciaux entre les deux pays ont même atteint un chiffre record de plus de 14 milliards d'euros en 2023 et comparé aux années 2015. Voilà, donc là on pourrait également dire par la même occasion que les relations économiques se sont stabilisées entre les deux pays. Pour le chef de la diplomatie marocaine, la France est un partenaire privilégié. Selon lui, leurs relations arrivent à un moment de renouvellement et d'évolution avec la posture de leader du royaume chérifien, devenu une importante puissance régionale en Afrique du Nord, dans le monde arabe ainsi que dans tout le continent africain. Pour acter cette évolution dans les rapports entre les deux pays, le ministre marocain a annoncé des visites entre les responsables des différents départements ministériels dans les semaines à venir. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a annoncé ce 27 février la construction prochaine d'une raffinerie de manganèse, le 4e métal le plus utilisé dans le monde après le fer. Coût du projet, 450 millions de dollars, un projet qui entre dans le cadre de la volonté du gouvernement d'accélérer l'industrialisation du pays. Samantha Saberou, Saboubanga. Le Ghana exporte encore sa production de manganèse vers des raffineries extérieures. Pour générer plus de revenus et réduire sa dépendance extérieure, le gouvernement ghanéen envisage de construire une raffinerie de manganèse d'une valeur de 450 millions de dollars et souhaite interdire l'exportation de bauxite brut. C'est ce qu'a annoncé le 27 février 2024 le président Nana Akufo-Addo lors de la remise du message sur l'état de la nation 2024 au Parlement. Se doter de moyens infrastructurels pour raffiner en local le manganèse brut s'inscrit dans une vision participative permettant non seulement de raffiner le manganèse extrait du Ghana, et ce, dans un contexte de promotion du contenu local, mais il s'agira bien entendu à terme de traiter celui issu d'autres pays africains également,
désireux de sortir de leur position de simples pays extracteurs et exportateurs de minerais bruts de manganèse pour viser davantage de valeur ajoutée par une transformation minière locale. Le Ghana va adopter un nouvel instrument législatif et donnerait la priorité aux investisseurs ghanéens qui souhaiteraient acquérir la 3e plus grande mine de Newmont Corporation dans le pays, Akim Mine, dans la région de l'Est. Selon le président Nana Akufo-Addo, ces efforts visent à garantir un bon rapport qualité-prix et à accélérer le programme d'industrialisation du pays. Disposer d'une raffinerie minière de manganèse confère un savoir-faire technique en la matière et donc une opportunité d'emploi pour ce pays cité au 6e rang mondial des producteurs de ce minerai et qui entend bien se hisser dans le cercle porteur des pays raffineurs. En 2022, un volume estimé à 3,2 millions de tonnes de manganèse a été produit au Ghana. Le secteur minier du Ghana est dominé par l'or. Premier producteur africain d'or, les 2 mines d'or d'Asante Gold lui ont rapporté 101 457 onces en 2022. Afin d'ajouter de la valeur, le pays vise sur des raffineries locales afin d'assurer la valorisation tout au long de la chaîne de valeur de ces minéraux essentiels pour l'économie ghanéenne. Au Mozambique, la société de développement du port de Maputo annonce son intention de mobiliser plus de 2 milliards de dollars en faveur du port de la capitale, avec des tranches qui s'étaleront sur les 25 prochaines années. L'annonce de cet investissement intervient après la signature d'un accord qui prévoit d'augmenter la capacité de manutention du port de Maputo à Menedji. Au Mozambique, la Maputo Port Development Company, MPDC, a signé une prolongation de contrat avec le gouvernement en vue d'investir plus de 2 milliards de dollars dans le port de Maputo sur 25 ans. L'objectif est d'améliorer la capacité de manutention du port de 37 millions de tonnes par an actuellement à environ 52 millions de tonnes et de 270 000 conteneurs actuels à 1 million d'ici 2058. Cet investissement devrait rapporter au Mozambique plus de 8 milliards de dollars sur la période de la concession accordée. Les investissements lourds en matière d'infrastructures et spécifiquement les infrastructures portuaires sont des investissements à long terme. C'est peut-être pour ça aussi que les concessions sont à long terme. Le plus important, c'est d'avoir un deal équilibré et équitable, pas un deal où un des partenaires prend les uns ou les autres à la gorge. En ce qui concerne le Mozambique particulièrement, il est dans la mouvance de ce que sont tous les ports internationaux du monde qui cherchent à augmenter non seulement leur capacité à devenir des hubs régionaux, mais aussi la capacité de pouvoir augmenter leur technologie pour être plus compétitifs. Outre l'aspect économique, l'extension de la concession apportera des avantages aux communautés environnantes qui bénéficieront d'une série d'investissements sociaux dans des projets structurants. Les activités au port de Maputo ont connu une croissance rapide au cours des 2 dernières décennies, avec un trafic passant de 5 millions de tonnes en 2003 à 31,2 millions de tonnes en 2023. Les investissements, si l'État ne peut pas les mettre, si les partenaires locaux ne peuvent pas les mettre, il est logique que le Mozambique se tourne vers son partenaire traditionnel. Et donc, c'est une très bonne chose d'avoir de la croissance, c'est une très bonne chose de faire des investissements. Le modèle économique doit être un modèle économique qui permet à tout le monde de trouver son épingle du jeu. Au regard de l'importance stratégique du Mozambique au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, le 31 janvier 2024, la Banque africaine de développement a octroyé un prêt d'entreprise de 40 millions de dollars à l'autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique. Ceci permettra de financer son plan stratégique pour la période 2021 à 2024. Parmi les 12 équipes en lice pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, plusieurs d'entre elles sont déjà assurées de se qualifier. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ou encore les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, pour ne citer que ces sélections, ont en effet déjà décroché leur ticket pour la suite de la compétition continentale, à savoir les quarts de finale. On fait le point dans ce sujet signé José Douglas.
6 équipes ont officiellement assuré leur place en quart de finale lors de la 5e journée. En groupe A, il y a les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et actuels vainqueurs de l'African Football League, les Congolais du TP Mazembe qui refont surface. En groupe B, les Ivoiriens de la SEC Mimosa. En groupe C, les Angolais de Petro Luanda. En groupe D, grâce à sa victoire contre Medeama 1-0, Al Ahly, champion d'Afrique en titre, poursuit la défense de son titre, ainsi que les Tanzaniens des Young Africans. Al Ahly est quasiment qualifié pour ses quarts de finale de la Ligue des champions CAF Total Energy pour la 8e fois consécutive, grâce à une réalisation d'Houssen El Shaha en seconde période. Notre équipe compte des joueurs très expérimentés et qui savent gérer la pression. Je suis confiant en leur capacité à aller chercher une victoire. À ce stade, tous les points sont cruciaux et il est important pour nous de n'en perdre aucun. Cette victoire permet à l'équipe du Caire de garder la tête du groupe en s'assurant une qualification pour le prochain tour avec une confortable avance de 4 points sur Belouizdad et Young Africans. Nous nous efforçons de gagner chaque match. Nous ne pensons à rien d'autre qu'au match lui-même. Nous avons l'expérience de cette compétition. Il n'y a pas d'excès de confiance. Le staff technique et les joueurs abordent le match avec beaucoup de sérieux afin d'atteindre leurs objectifs et de rendre les supporters heureux. Les 2 dernières places pour les quarts de finale de cette Ligue des champions Total Energy vont se jouer lors de la 6e et ultime journée de la phase de groupe qui aura lieu ce 1er et 2 mars 2024. Et le programme est le suivant. Samedi 2 mars, groupe A à 13h GMT Pyramids Nouadhibou et Mamelodi Sundowns contre TP Mazembe. En groupe B, 16h GMT Simba Jwaneng et Wydad Asec. En groupe C, à 19h GMT, AS Tunis Al Hilal et Petro Luanda contre le Sahel. Et enfin, en groupe D, ce sera le vendredi 1er mars, 16h GMT, CR Belouizdad, Medeama et Al Ahly contre Young Africans. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.